Bonjour à tous et bienvenue dans Esprit d'équipe, un podcast proposé par Team Builders pour vous aider à cultiver une dynamique d'équipe saine. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un article intitulé Comment les dirigeants peuvent s'ouvrir à leurs équipes sans trop en dire. Cet article est écrit par Lise Foslien et Molly West Duffy. Alors, l'article commence en mettant un peu en situation le contexte. À l'ère du partage social, les personnes qui travaillent ensemble en savent de plus en plus les unes sur les autres. En général, c'est une bonne chose pour les pairs et les dirigeants. Les recherches montrent que notre cerveau réagit positivement aux personnes lorsque nous ressentons un lien personnel avec elles. La gestion basée sur le commandement et le contrôle est en voie de disparition et les patrons qui font preuve d'empathie s'efforcent de communiquer avec leurs subordonnés sont à la mode. Alors, Zédan, que penses-tu de cette entrée en matière? Pour cette entrée en matière, moi je suis totalement d'accord parce que disons que j'appartiens à la Gen Z, je suis un peu Gen Z et on aime tout ce qui est communication, tout ce qui est empathie, tout ce qui est rigide, autorité, stressé pour qu'on fasse un travail, pour qu'on rende un travail en fait. Je ne pense pas que ça marche trop. Parce que en fait, tout petit, on a eu des parents stricts, des parents rigides. Mais maintenant qu'on peut décider pour nous-mêmes, on n'a pas envie que la dictature continue en fait. Donc en entreprise, si tu me montres que oui, t'es le boss, tu es rigide, je dois faire ci, je dois faire ça. En fait, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Donc, toi, tu pour que les patrons fassent plus preuve d'empathie, de communication, qu'ils soient plus ouverts. Voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas que du coup, ça peut les rendre trop vulnérables quand tu vas plus pouvoir les respecter comme il faut? Non, bon, quand je dis s'ouvrir, ce n'est pas s'ouvrir, me raconter toute ta vie. Non, 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 pas du tout. Quand on dit empathie, communication, en fait, dis-moi ce que tu attends de moi, sans me montrer en fait que tu me forces. Je te force à faire ce travail et si tu le fais pas, en fait, tu n'auras pas peut-être ton salaire. Mais si tu me montres de l'empathie, me dire, je dois atteindre cet objectif-là, je veux qu'on collabore ensemble, je veux ci, je veux ça. En fait, je vais le faire et je vais même faire plus que ce que tu m'as demandé. D'accord. Je pense que je veux revenir au fait que quand même, ce n'est pas propre aux Gen Z. C'est humain de vouloir que les gens communiquent avec toi et se mettent à ton niveau et soient compréhensifs envers toi et fassent preuve d'ouverture d'esprit envers toi aussi. Peut-être que les Gen Z, vous êtes un peu plus vocaux sur le sujet que les générations précédentes. Alors, on va continuer l'introduction. L'article, quand même, l'introduction continue en disant, cependant, les personnes qui en font trop obtiennent exactement le contraire et peuvent finir par se dévaloriser complètement. Si les dirigeants partagent des informations qui suggèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche, par exemple, j'ai peur et je ne sais pas quoi faire maintenant, il y a de fortes chances que leur équipe éprouve la même émotion. Ou pire, perdre confiance en leur capacité à diriger. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être dans ce type de situation où tu as un manager qui vient, qui dit qu'il a peur et qui ne sait pas quoi faire? Oui, ça m'est arrivé, mais ma première pensée c'était, mais en fait, pourquoi tu me montres que tu es faible en fait? Pourquoi tu me dis ça? Je ne suis pas ta psy en fait. Ce n'est pas à moi de résoudre tes problèmes. J'ai besoin d'un dirigeant dans le navire qui sait où il va. C'est ça en fait. L'article mentionne quand même que les personnes qui sont responsables doivent faire plus attention à ce qu'elles partagent avec leur équipe parce que ça peut faire casser le reste de la collaboration. Totalement. Il y a aussi ce problème se pose souvent lorsqu'il y a de nouvelles initiatives ou des changements dans une organisation. Les meilleurs dirigeants sont honnêtes quant à ce qu'ils ressentent tout en présentant simultanément une voie claire à suivre. Tu as déjà rencontré de tels dirigeants, toi? Oui.
Quelle impression ça t'a fait d'avoir un dirigeant qui était aussi droit dans ses bottes? Bah, je me dis, tiens, la charge de travail, en fait, elle n'est finalement pas si grande parce que ce n'est pas à moi de décider à sa place. Il décide, il fait part de ses décisions, on discute. Donc, en fait, c'est un peu chill, ça va, tout le monde est de bonne humeur, l'environnement de travail, ça va. Donc, le problème est plus vite résolu. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec quelques conseils qui sont donnés par les auteurs pour aider les dirigeants à s'ouvrir tout en restant dans la mesure. Le premier conseil, c'est apprenez à vous connaître. Au lieu d'agir immédiatement, demandez-vous qu'est-ce que je ressens exactement? Pourquoi? Quel est le besoin derrière cette émotion? Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Alors, les questions qu'il faut se poser en tant que manager. Je pense que forcément, pour mieux se présenter face à une équipe, il faut mieux se connaître pour savoir exactement ce qu'on veut dire. Ça permet déjà d'être un peu plus mesuré, d'être un peu plus sûr de soi quand on parle, parce qu'on a déjà fait un travail préalable sur soi. Et aussi, dans le feu de l'émotion, justement, on peut en dire trop. Alors que si on a pris le temps de s'analyser, de savoir avec quoi on est confortable, jusqu'où on peut aller au préalable, quand on partage son émotion, on est plus mesuré et on peut donc rester dans les lignes. Est-ce que tu as un exemple à partager avec nous? Non, pas forcément. D'accord. On pourrait penser à un manager moyen qui pense qui est irritable parce que justement, tu as parlé de charge de travail et trouve que c'est ennuyeux et il fait passer ça sur son équipe parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il ressent. Alors qu'un bon manager pourra prendre le temps de réfléchir à l'émotion et de savoir comment la canaliser et continuer à diriger son équipe sans faire passer ce sentiment. Alors le deuxième conseil s'intitule comme suit, régulez vos émotions. Une fois que vous avez identifié vos sentiments, vous devez savoir comment les gérer. Les managers réactifs et colériques sont blessants, démoralisants et la principale raison pour laquelle les gens quittent leur emploi. Mais lorsque les managers contrôlent leurs paroles et leur langage corporel dans les situations tendues, le niveau de stress de leurs subordonnés diminue considérablement. Alors, je pense qu'on a une recherche dont tu veux partager le résultat avec nous, si je me rappelle bien. Oui. Certaines recherches montrent que les employés qui sont confrontés à un manager en colère sont moins disposés à travailler dur, surtout lorsqu'ils ne savent pas d'où vient cette colère en fait. Ah bon. Tu es en colère pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je comprends pas. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus ce que je dois faire, donc je suis bloquée. Donc forcément, je ne vais pas être productif. Est-ce que parfois, donc même si un manager est en colère, quelle que soit la raison, justement tu ne sais pas la raison, ça peut être une raison personnelle, mais le fait qu'il n'a pas communiqué comme il faut, fait que tu te poses beaucoup de questions, tu te remets en question dans ton travail. Donc, tu n'arrives plus à faire de belles performances comme tu ferais normalement. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que c'est personnellement pour toi, dans ton expérience peut-être, qu'est-ce qui t'aide si un manager en fait, c'est-à-dire quel est le comportement que tu voudrais que le manager ait? Je voudrais d'abord qu'il m'explique ce qui le met en colère. Bon, pas forcément qu'il rentre dans les détails. Si ce n'est pas moi le problème, D'accord. qu'il se calme, qu'il me dise j'ai peut-être une dure journée, j'ai commencé la matinée du mauvais pied, mais ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ton travail, donc ne m'en veux pas. D'accord. Ok. Alors, le prochain conseil, c'est de faire part de ses sentiments sans devenir émotionnellement perméable. Nous sommes souvent plus incapables de cacher nos sentiments que nous le pensons. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation, de ce conseil? Alors, c'est vrai, c'est pour cela qu'il y a l'idée du langage corporel, comme quoi on peut dire quelque chose, mais son corps, les émotions se présentent dans notre posture. Ça se voit sur le visage aussi. Et ça aussi, c'est même pire. Donc, je pense que ça veut dire que le dirigeant, en tout cas le leader, il doit se préparer avant de parler pour s'assurer qu'il laisse transparaître le bon degré d'émotion. Que ce soit pas trop,
même s'il a peur, que ce soit quand même à la fin un visage assez rassurant et pas un visage de paniqué quand il vient pour communiquer avec son équipe. Et il y a une citation ici d'un auteur qui s'appelle Kim Scott qui dit: l'idée selon laquelle vous n'aurez jamais une mauvaise journée en tant que patron est une connerie. Carrément. Oui, donc il faut se préparer, il faut admettre tout ça et se préparer, s'entraîner à admettre, à laisser passer le point degré d'émotion. En parlant de cette affirmation, Oui. J'ai remarqué, c'est une remarque. Hein. Ouais. D'ailleurs, cette remarque, elle s'applique à moi-même. Souvent, les femmes managers, dirigeantes, ou pas forcément juste les employés de bureau, il arrive parfois qu'elles sont très irritées, parfois désagréables, sautes d'humeur. Elles essaient de contrôler, mais ça transparaît quand même. Donc, tu trouves que les femmes sont plus irritées que les hommes? Non, mais bon, je vais parler personnellement de moi. Lorsqu'on prend le mois, en fait, 2 semaines sur 4, ma batterie sociale, elle est à plat, en fait. D'accord. Je suis pas forcément, j'ai pas de la force, je suis pas motivée. Je suis sûre, en tant que femme, si je vis ça, c'est que d'autres femmes, managers surtout, le vivent aussi. D'accord. Ça, c'est un stéréotype qui existe. Comme quoi, surtout les femmes qui dirigent, elles se pensent tendance à avoir plus de structure que les hommes. Les hommes sont toujours plus mesurés, ils sont plus calmes. C'est un stéréotype, c'est un mythe. C'est vrai que les hommes et les femmes sont différents, on va pas se mentir, on n'est pas fait pareil. Les hommes fonctionnent sur un cycle temporel journalier, c'est-à-dire leurs émotions se régulent à la fin de la journée et qu'une nouvelle journée commence, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, les hommes ont en fait plus de sautes d'humeur que les femmes, en fait, parce qu'un homme peut avoir des sautes d'humeur tous les jours de la semaine, donc tout le mois. Alors que les femmes, c'est un cycle plutôt mensuel pour les émotions. Il y a 1 ou 2 semaines pendant lesquelles elles sont beaucoup plus irritables et le reste du temps, franchement, tu vas penser que rien ne les atteint. Donc, c'est juste une différence et il faut savoir pour soi-même. Cette semaine, je suis plus irritable, donc c'est le moment d'éviter peut-être les situations un peu plus stressantes. Il faut savoir planifier. Et pour les hommes aussi, pareil, hein. Il faut savoir que, en général, tu sais, avant midi, quand commence à avoir faim, là, franchement, tu dis pour tous les nerfs. Il y a des gens comme ça, qui commencent à avoir faim vers 11h30. En fait, de 11h30, tu lui dis même bonjour d'une manière, là, ça l'énerve. Ton rapport, il manque une virgule qui est mal placée. Franchement, voilà, la colère lui sort par les yeux. Il y a différents. Donc, il faut se connaître et naviguer cela. Donc, si tu es un homme, tu sais qu'à partir de 11h30, franchement, faut pas te chercher. Tu fais attention de prendre une casse-croûte à 11h pour tenir et éviter de déverser ta frustration sur les employés. Et si tu es une femme, tu sais que voilà, la 3e semaine du mois, là, franchement, tu n'es pas toi. À toi de savoir comment gérer également. Et ça, c'est le travail du manager. Et aussi, quand on est émotionnellement vulnérable avec son équipe, il faut faire attention à ne pas entrer dans les détails. Il faut juste reconnaître ses sentiments, les admettre et pour éviter de créer une anxiété inutile. Comme tu as dit tout à l'heure, quand le manager est en colère, tu ne sais pas pourquoi, tu es anxieuse toi-même. Donc, le fait qu'il reconnaisse évite cette situation. Absolument. On va passer au conseil suivant, qui est, je pense, très, très important. Fournissez une voie à suivre. Lorsque vous attaquez un projet difficile, entraînez-vous à la manière dont vous allez partager vos émotions avec votre équipe et assurez-vous de le faire avec intention. Alors, je pense que c'est clair. Hein? Il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est vrai qu'une fois qu'on a présenté ses émotions, je peux dire oui, je suis anxieux, je suis inquiet pour telle raison, je suis en colère. Il faut quand même aussi montrer ce que les autres doivent faire. Il ne faut pas juste rester sur les émotions, d'accord. Les émotions, d'accord, mais après, on fait quoi? Voilà. Tu es le capitaine du bateau, maintenant, enfin, on fait quoi? Voilà, c'est ça. C'est important en tant que manager de savoir, pas juste venir faire comme si tu étais dans son Pepsi, et voilà, raconter-leur, déverser. Oh, je suis triste, je suis inquiet, je ne sais pas. Bon, ok, allez travailler. Mais si tu ne sais pas, on a fait comment? Voilà. C'est en fait à ce moment-là que sa position peut être, on va dire, secouée. Sa position de leader peut être secouée si on ne montre pas après la voie. Parce que c'est ça la poste d'un leader, d'être quand même là dans les situations difficiles.
Donc, est-ce- la bonne formule, en fait, c'est, comment dire, la bonne formule, je prends un exemple, Oui. l'exemple du lancement d'un nouveau produit, un produit dont les consommateurs n'ont pas entendu parler, mais vous voulez juste innover. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il peut faire? La bonne formule sera de dire, à cause du lancement de tel produit, je me sens mitigée et stressée quant au fait que le public n'adopte ou n'accepte pas forcément la nouveauté. Mais voici ce que je pense faire ensuite pour améliorer la situation. Ce sera des études de marché, faire des tests. Oui. Et voici ce dont j'ai besoin de vous. D'accord. Il parle de ses besoins à son équipe. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ce serait de dire, Paul et Jacques, j'ai besoin que vous me donnez les critères pour sélectionner les profils, les bons profils pour faire le test quand même. Et à Marie et Jeanne, je veux que vous me fournissiez une liste de personnes à interroger. Maintenant, lorsqu'il finit d'évoquer ses besoins, il se tourne vers son équipe, il demande à son équipe ce dont l'équipe a besoin. De quoi avez-vous besoin? D'accord. Venant de moi. Alors, si je reprends ta formule, il a d'abord parlé de ses sentiments. Oui. Il a donné la situation déjà qui le met en stress. Oui. Il a exprimé ses sentiments. Et après, il a donné une liste de tâches concrètes à exécuter à chaque membre de l'équipe. Et après, il a demandé, en fait, leur retour de leur côté. Oui, c'est vrai que c'est une formule, c'est facile, on peut la mettre par écrit, puis dans une situation de stress. En tout cas, au début, pour les managers qui ne sont pas encore habitués, Oui. au début, ils peuvent utiliser cette formule-là telle qu'elle pour communiquer avec leurs équipes. Et on va passer sur l'avant-dernier conseil, quand même, qui est trop en dire. En général, une bonne règle pour savoir si vous êtes sur le point de trop en dire est de vous demander comment me sentirais-je si mon responsable me disait cela. Mais carrément. En fait, tu te demandes si je suis l'employé, enfin si j'étais l'employé et que c'est l'autre manager, s'il me dit ça, mais je veux comprendre de quelle manière. Je prends un exemple. Il y a une situation de crise où tu voudrais bien dire à tes employés qu'en fait, l'entreprise passe par une période vraiment sèche et qu'il va y avoir peut-être des abattements sur le salaire. Mais en fait, faut pas... Moi, en tant qu'employé, j'ai pas envie d'entendre ça. Parce que dès que tu me dis ça, je commence à chercher un emploi ailleurs en même temps. Je prépare. Donc, je vais pas rester là avec toi. Ok, donc moi, en tant que manager, là, tu me conseilles quoi? De venir et de dire, on va faire un peu difficile, on va se serrer les coudes. Reste concentré sur la fin du tunnel, c'est ça, hein? Je ne parle pas des abattements sur le salaire. Ouais, fais pas ça pour moi. Il faut quand même faire preuve de prudence. D'accord. Donc, voilà, l'information sur l'abattement de salaire, là. Enfin, je garde ça pour moi. Vous gardez ça pour toi? Au risque de perdre mes talents, je garde cette partie-là pour moi. Et je pense aussi quand même, il faut éviter trop en dire. Je ne veux pas dire qu'il faut rester non plus trop vague. Je pense ça aussi, comme ça, il faut éviter de parler des expériences trop personnelles. De prendre son équipe pour celle-ci. Ses collaborateurs comme les psy chez qui on vient déverser toutes ces choses. Je suis venue chercher de l'argent, vas-y, paye-moi mon salaire et au mieux, donne-moi un bon environnement de travail. Je fais le travail, mais... Tes problèmes là... Mais vas-y, garde pour toi en fait. Mais on est en train de dire qu'il doit quand même s'ouvrir. Ouais, mais il ne faut pas qu'il rentre trop dans les détails. D'accord. Après, ça va créer un trop un rapprochement et peut-être un manque de respect peut s'installer après. D'accord. Et encore ça, c'était aussi un conseil assez clair dans son énonciation. Donc, on va passer au conseil suivant, qui est le dernier. Prenez la température. Si vous pensez que les membres de votre équipe peuvent se sentir anxieux à propos du projet, il est normal de faire ressortir ces sentiments pour les aider à se sentir moins isolés. Encore une fois, essayez toujours d'associer réalisme et optimisme et partagez lorsque vous sentez que cela peut être utile aux autres. Alors moi, il y a un exemple quand même dans l'article que j'aimerais bien lire. On a dit, par exemple, s'il y a eu de longues heures pour respecter une deadline qui arrive et qu'on sent que le moral est un peu en train de baisser, les forces sont en train de s'amenuiser et tout ça, on peut dire
Je me sens un peu fatiguée aujourd'hui, mais je suis reconnaissante de la qualité de notre travail ensemble et du fait que nous soyons prêts à envoyer au client une proposition dont nous pouvons plus être fiers. Donc, il y a un degré de réalisme du fait que oui, ça a été fatigant, on a beaucoup donné, on a fait des sacrifices, mais à la fin, on est arrivé au but. Moi, je voudrais te poser une question en tant que manager. D'accord. Comment est-ce qu'on arrive en fait à lire, à prendre la température dans la salle? Bon, là, cet exemple est quand même clair. Hein. Tu vois bien que les gens sont fatigués. C'est pas là-bas, j'ai plus de temps, tu es fatigué, c'est clair que tout le monde aussi est fatigué. Donc, ça, c'est pas trop compliqué. Après, quand une entreprise traverse des situations difficiles, les employés le ressentent. Quel que soit comment on veut cacher les choses, les employés le ressentent. Parce que déjà l'atmosphère est un peu tendue en général. Même si on ne leur dit pas directement les choses, le fait qu'en tant que manager, je suis stressée, ils le ressentent. Et ça se voit. Déjà, comme tu as dit, ton manager est en colère, tu es plus anxieuse. Un manager quand même qui fait attention à son équipe, il va remarquer qu'il y a un peu plus, déjà, un peu moins de productivité parce que les gens sont préoccupés. Quand tu es préoccupé, tu ne peux pas te concentrer et donner le meilleur de toi-même dans ton travail. Donc, quand il y a une baisse de productivité, déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, c'est le premier signe qu'un manager doit remarquer. Quand il y a une baisse de productivité, il doit prendre un peu de recul, ralentir, commencer à faire attention à son équipe. Donc, en fait, avant de recruter un manager, il faut voir s'il a vraiment le sens de l'observation. Ah ouais, on a parlé ici du fait que le manager doit faire des formations en psychologie pour apprendre les bases et bien Carrément. Oui, et pour et bien évaluer leurs collaborateurs. Donc, il doit un manager être fort psychologue. C'est une qualité qui suit l'empathie en fait aussi. Oui. Parce que s'il sait faire preuve d'empathie, il doit pouvoir aussi facilement comprendre quand son équipe baisse le moral. Absolument. Donc, l'empathie, c'est la première qualité qu'on recommande ici pour les managers. Voilà. Hermas n'est pas là, c'est lui notre mascotte de l'empathie ici d'habitude. Donc, il aurait dit s'il était là. Le manager doit faire preuve d'empathie tous les jours, tout le temps. Quand il dort, quand il se réveille, il doit être empathique. Donc, et ça, c'est une qualité, c'est la meilleure qualité qu'un manager puisse avoir. Donc, avec ça, justement, c'est facile de prendre la température parce qu'on se met à la place des autres et on est très observateur aussi. On est arrivé comme ça, tout doucement, à la fin de l'article. Il y a un mot de fin. Je pense qu'il résume bien tout ce qu'on a appris là. Tu peux le lire, s'il te plaît. Alors, le mot de fin dit « Il n'est pas facile de trouver le bon équilibre entre le partage et l'excès de partage. Mais avec de la pratique, c'est possible. En tant que leader, c'est votre travail de comprendre le rôle puissant que jouent vos émotions et de les exploiter de manière à aider votre équipe à réussir. » Alors, je pense que c'est important qu'ils aient parlé de pratique parce que ça ne vient pas en un jour comme ça. Il y aura peut-être des couacs au début, mais il faut, enfin, pour la part que les managers se découragent, ce n'est pas facile et faire preuve d'empathie va quand même aider à. C'est le plus important, donc il faut garder ce cap-là. J'aimerais te poser une question avant qu'on ne continue. Est-ce que tu as déjà vu des managers, toi, qui ont fait partager juste ce qu'il faut? Pas trop, mais pas trop peu non plus. Oui. Oui, absolument. Une prochaine fois, c'est ça? Oui, ok. Oui, voilà. Donc, les auditeurs peuvent aussi demander en commentaire s'ils sont intéressés par cette histoire. On pourra en apprendre plus sur toi. C'est bon? Alors, en attendant, on est arrivé à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, on aime bien vous laisser avec quelques questions. Et aujourd'hui, on aimerait savoir si jamais vous avez un manager qui en a dit trop, qui a trop partagé, qui allait trop dans les détails, qui a été même trop personnel sur certains points, quels dégâts cela pourrait-il faire selon vous à votre relation avec lui et comment ces dégâts peuvent-ils être réparés? On en discute dans les commentaires. Alors, likez si cet épisode vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater le prochain épisode où on va discuter d'un nouveau sujet et aussi pour entendre les expériences de Zétan. En attendant, gardez votre esprit d'équipe et surtout gardez la pêche. À bientôt!